Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va démarrer. Je suis donc Laurent David, président de la WineTech, l'association qui s'occupe de ce stand. Les startups qui innovent dans le vin, vous en avez une quarantaine derrière. Allez les visiter après, vous allez voir, il y a des choses extraordinaires. Et il y a des choses sur le sujet du jour, la blockchain, les NFT, le Web3. C'est une idée qui est née à Wine Paris il y a 1 an. Dans les discussions que l'on avait avec les startups, on a vu beaucoup de monde arriver en nous disant mais on a envie de se lancer dans l'univers des NFT du vin. Nous-mêmes, on ne savait pas vraiment ce que c'était à l'époque. On a appris pas mal de choses depuis. Et quasiment en 12 mois, 14 startups en France se sont lancées sur ce secteur-là. C'est très rapide. On n'avait jamais vu ça dans le secteur de la wine tech. Certains ont eu des levées de fonds juste extraordinaires, 6-7 millions juste pour démarrer, avec des très grands investisseurs qui sont les plus gros domaines de France. Qui sont en Bourgogne, qui sont en Champagne, qui sont dans le Bordelais, qui sont dans le Rhône, absolument partout. Donc il y a une espèce de vague d'effervescence comme ça qui est arrivée. Et en même temps, nous on recevait beaucoup de questions de gens qui disaient mais c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi cette bulle avec les crypto-monnaies ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas. Est-ce que c'est du vin digital ? Est-ce qu'on va le boire ce vin-là ? À quoi ça va ressembler ? Et du coup, on a fait un travail d'étude en profondeur avec une remarquable étudiante de Kedge, du Master 20, qui nous a rejoint pour faire ce travail-là, Clara, qui est là-bas derrière, qui doit être épuisée, puisque c'est elle qui a terminé ce travail-là, qui vient de sortir. On l'a imprimé ce matin. Donc c'est le livre blanc de comment les technologies du Web3 vont-elles révolutionner le monde du vin. C'est un travail très approfondi, beaucoup d'interviews, beaucoup de documentation. Et l'idée, c'est vraiment expliquer ce qui se passe en 10 points, qu'on va voir les uns à la suite des autres. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Comment est-ce qu'il peut durablement impacter le monde du vin ? Est-ce que c'est un phénomène de mode ? Est-ce que c'est une bulle ? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être beaucoup plus profond et aller en profondeur sur les changements et la révolution de ce secteur-là ? Donc, on l'a structuré autour de 10 points, histoire d'être relativement simple. C'est beaucoup, peut-être 10 points, mais au moins, ça permet de comprendre de quoi il s'agit. Il sera en téléchargement sur le site de la WineTech. Vous avez quelques exemplaires qui sont sur les chaises. Prenez-le, on n'en a pas pu en imprimer beaucoup. Après, si vous voulez en avoir une version PDF, vous envoyez votre mail, un petit mail, à contact@lawinetech.com et vous recevrez le lien pour télécharger le PDF. Ce sera fait certainement dans la journée, mais tout se fait en mode start-up au dernier moment, quoi. Alors, le premier point qui nous a paru important dans ces 10 points sur l'impact que ça peut avoir dans le vin, c'est la traçabilité. La traçabilité, c'est un terme. On peut faire la traçabilité sur plein de choses, notamment sur du vin, sans NFT. Il n'y a pas de problème, sans Web3, sans technologie de ce type-là. Simplement, en utilisant la technologie de la blockchain, donc cette espèce de registre dans lequel on peut mettre des informations qui sont stockées et qui sont inaltérables. Imaginez comme un coffre-fort, on en parlait ce matin avec Le Figaro. La blockchain, on peut imaginer plusieurs choses, mais c'est quasiment un coffre-fort qui est copié sur des ordinateurs dans le monde entier à très grande vitesse. Du coup, on ne peut pas le dupliquer, on ne peut pas le craquer. Et ça permet de stocker des informations. Donc la traçabilité, quand vous avez une bouteille qui a de la valeur, ou même si elle n'a pas de valeur particulière, si elle a de la valeur pour vous, quand vous voulez savoir d'où elle vient, comment elle a été produite, quelles sont les informations du producteur. Il y a de plus en plus d'informations obligatoires, aujourd'hui qu'on rend obligatoires pour pouvoir tracer les éléments alimentaires. Des nouvelles lois sont en train de sortir et vont impacter les étiquettes de vin en fin d'année. On va devoir mettre des informations nutritionnelles. Donc toutes ces informations-là sur l'historique, comment le vin a été fabriqué, comment il a été transporté, et donc son histoire, son parcours, il y a moyen de les stocker donc, dans la blockchain. Et d'avoir des éléments de traçabilité qui soient sécurisés. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui nous apparaît très important. Quand on achète une bouteille de vin qui a une certaine valeur, on aime bien connaître son histoire. On n'aime pas qu'elle ait passé quelques heures dans un conteneur au soleil ou attendre derrière la fenêtre dans un magasin, parce que ça ruine le vin. Donc si on arrive à intégrer tous ces éléments, à les capturer au fur et à mesure et à les mettre dans un fichier qui soit inaltérable, donc sur lequel on ait confiance, ben là, vous êtes sûr qu'au moment où vous avez acheté cette bouteille, vous avez tout son parcours. Et donc, vous savez ce que vous achetez, vous avez la certification que la bouteille de vin que vous achetez, eh bien, elle a une traçabilité qui vous permet de garantir ce que vous allez peut-être découvrir quand vous allez boire le vin. Donc ça, c'est un élément très important de la traçabilité. Le deuxième point qui nous a paru important et qui est lié aussi, c'est le contrôle de la contrefaçon. C'est plus de 6 milliards d'euros de contrefaçon de vin qui ont été notés sur les dernières années. Donc, c'est des montants qui sont absolument énorme. Certains pays, il y a plus de Pétrus qui circulent que Pétrus n'en a jamais produit. Donc, comment savoir quand vous achetez une bouteille
que c'est une vraie, quand elle représente plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros, avoir la certitude que ce n'est pas une bouteille contrefaite, qu'elle vient donc du domaine. C'est au moment où le domaine va émettre sa bouteille, il va la fabriquer, qu'il va pouvoir intégrer différents éléments. On voit des étiquettes aujourd'hui qui ressemblent de plus en plus à des billets de banque. Il y a des filigrammes, il y a des hologrammes. Voilà, on commence à mettre des QR codes. Ces QR codes, des passes sanitaires. On commence à mettre des éléments sans contact, de RFID, ce qui vous permet de payer sans contact. Donc on commence à avoir des bouteilles aujourd'hui qui sont dotées d'éléments de certification de plus en plus puissants. Vous avez derrière moi des startups qui sont des leaders en France et dans le monde sur ces technologies. Allez les interroger, ils vous montreront, ils font une démonstration de la façon dont ça fonctionne. C'est absolument incroyable. Et donc là, on arrive à créer ce lien entre ces éléments de traçabilité qui sont dans le registre de la blockchain, avec un élément qui vous permet d'identifier ce bien physique qui est la bouteille. Vous apposez donc un QR code, vous apposez donc une pastille RFID, et donc vous avez la possibilité de lire ces informations et de savoir d'où vient la bouteille, de savoir si c'est une vraie bouteille, si elle a donc tous les éléments, si elle est certifiée par son producteur. Et ça, encore une fois, on peut le faire sans blockchain, on peut le faire sans NFT, mais la possibilité qu'offre cette technologie-là, hormis le fait qu'elle soit très versatile et très peu chère finalement, est absolument énorme et permet de déployer à une vitesse absolument grandissante sur des normes qui sont connues. Le troisième élément qui nous a paru important de noter, et je vais passer vite, il y en a 10, et puis après je répondrai peut-être à vos questions si on a le temps, et bien sûr vous pourrez télécharger le document, et puis on pourra prendre un café ou un verre peut-être un café à cette heure-ci. Donc la transmission des royalties. Comment ça fonctionne? Quand un certificat est émis, donc un NFT, alors j'aurais peut-être dû commencer par ça. Pour vous expliquer, je vois que certains me regardent et me disent un NFT, dans le monde du vin, il faut imaginer que c'est juste un titre de propriété. C'est un document. Imaginez un titre de propriété quand vous avez acheté une œuvre d'art chez Drouot. Drouot vous remet en même temps un certificat d'authenticité. C'est-à-dire vous avez l'œuvre d'art, vous avez la certification par Drouot que c'est un vrai Van Gogh. Vous avez acheté un Van Gogh, vous avez beaucoup de chance. Et donc vous avez ce document qui vous dit que c'est un véritable Van Gogh. Ce document-là, c'est le NFT. C'est le titre de propriété. Il vous appartient. Il a des informations qui peuvent parler de sa traçabilité, son histoire, d'où il vient, quand est-ce qu'il a été fait, qui l'a acheté, qui l'a revendu. Donc on parle de traçabilité. Il a des éléments donc d'authenticité. Drouot vous certifie que c'est un vrai. Simplement, ce document, dans le monde du Web3, c'est un document digital. On a dématérialisé, donc c'est un fichier informatique et qui a ceci de particulier, c'est qu'il va être stocké, encodé dans la blockchain. Donc on va le mettre dans le coffre-fort électronique de la blockchain, qui fait qu'il sera donc rendu infalsifiable, connu et reconnu comme étant ce document unique. Donc vous avez ce NFT. Mais ce NFT, c'est ni plus ni moins qu'un titre de propriété de la bouteille. La bouteille, elle existe. La bouteille, elle existe, elle est stockée quelque part, alors soit chez le vigneron, soit dans des entreprises qui sont en train de se spécialiser là-dessus. Et vous avez la certification que la bouteille, elle est stockée à la bonne température, à la bonne hygrométrie, que l'entrepôt est sécurisé, qu'il y a une assurance. Voilà, et tout ça, c'est des éléments qui sont très importants quand vous achetez quelque chose qui a de la valeur, mais que le vin ne va pas être altéré. Et vous avez donc ce certificat, lui, il va pouvoir être échangé. Je vais pouvoir vous vendre mon NFT, mon titre de propriété de la bouteille. Finalement, j'ai décidé de ne pas la boire et de la revendre. Et donc, je vais pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre sans que la bouteille ne bouge de l'endroit où elle est stockée. Imaginez un grand cru qui se boit 20 ans après avoir été produit. Pendant 20 ans, il va changer de main un certain nombre de fois. Il va commencer par aller chez un négociant, puis il ira peut-être chez un autre négociant, il ira peut-être chez un importateur, il ira peut-être chez un retailer, il ira peut-être chez un particulier, puis un deuxième particulier. Donc il va changer de main et de lieu plusieurs fois. En 20 ans, ça peut se produire un certain nombre de fois. Et bien là, l'avantage avec cette technologie-là, c'est que la bouteille, elle ne va pas bouger. La bouteille, elle sera toujours au même endroit, dans cet entrepôt, sécurisé, luminosité, hygrométrie, température, et c'est le titre de propriété qui, lui, va changer de main. Et là, vous imaginez le bilan carbone, par exemple. Vous imaginez aussi la qualité du vin qui, lui, n'a pas bougé, qui est dans des bonnes conditions. Enfin, ça change absolument tout à l'expérience du vin que l'on peut avoir. Alors, quand on parle de transmission de royalties, imaginez que ce titre de propriété, il peut se valoriser. Une bouteille que j'ai pris le risque d'acheter, par exemple, en primeur à Bordeaux, ou un tonneau que j'ai acheté à Beaune, peut-être que 2 ans, 3 ans après, il a pris de la valeur et je peux le vendre avec une plus-value.
Là, il y a quelque chose de très intéressant qui existe, c'est ce qu'on appelle les smart contracts. C'est une des technologies du Web3, c'est-à-dire au niveau de ce NFT, de ce titre de propriété, on peut écrire à l'intérieur, quand on l'émet, quand le vigneron qui émet, qui produit ce NFT au moment où il produit sa bouteille, il peut écrire en disant, voilà, 5% des plus-values qui vont être faites quand la bouteille sera revendue me reviennent. C'est ce qui se fait dans le monde de l'art, c'est ce qui se fait dans le monde du luxe également. Donc on peut choisir de mettre un pourcentage de revenus qui reviendra au producteur. Alors ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 70%. Certains vignerons iront jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi? Peut-être pour pouvoir limiter la spéculation. Ben oui, si finalement ils gagnent 70% de la plus-value, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à acheter quelque chose en se disant ben, mon objectif en fait c'est pas de le boire mais c'est peut-être de le revendre? Non. Si c'est 5%, peut-être que la démarche sera différente. Alors tout ça, on ne l'a pas encore observé, c'est nouveau. Les premières bouteilles, les premiers NFT ont été émis depuis quelques mois, même pas années, à peine quelques trimestres. Donc on ne peut pas vous dire aujourd'hui quel comportement ça va avoir. Mais la technologie va permettre ce partage de royalties et finalement de rémunérer l'artiste, le producteur, le vigneron, peut-être, dans la durée, s'il choisit, par exemple, de vendre des vins absolument pas chers, en laissant la spéculation se faire, mais peut-être lui en gagnant de l'argent sur les reventes qui se feront à l'avenir. Donc ça, c'est une des possibilités qui est faisable avec ce qu'on appelle la technologie donc des smart contracts. Le point d'après, c'était celui que j'ai un petit peu anticipé, c'est donc la maîtrise de la spéculation. Suivant où est-ce que vous allez mettre la barre en termes de partage de revenus, en termes de royalties reversées aux vignerons, plus le pourcentage il va être important, plus ça va freiner peut-être la spéculation, du moins. Peut-être ou peut-être pas, ça on ne sait pas. Et certains vins sont double ou triple de prix à partir du moment où ils sont sortis de la cave. Donc comment ça va se produire? On va observer tous ensemble comment ça va se passer. Mais il y a ce mécanisme et cette technologie qui permet de le faire, et ça c'est absolument fantastique. C'est très plébiscité. Un autre point important qui nous semble, c'est une nouvelle audience. Là on est quand même, vous l'avez compris, dans des concepts de technologie qui sont assez novateurs. Hein. C'est quand même, ça ne concerne pas absolument tout le monde. C'est assez geek, c'est assez jeune. Il faut être technophile pour pouvoir être à l'aise avec ces concepts, même si on arrive à les vulgariser et à comprendre très bien de quoi il s'agit. Tout le monde n'est encore pas tout à fait à l'aise et je ne suis pas sûr que chacun d'entre vous ait encore acheté des NFT, que ce soit dans l'art ou dans d'autres domaines. Donc on se dit qu'on va aller certainement sur une nouvelle audience de gens qui sont peut-être plus technophiles, de gens qui vont pouvoir payer non pas forcément toujours en euros, en dollars, mais avec des crypto-monnaies. Même si les crypto-monnaies ont pas mal chuté ces derniers mois après certains scandales, bon, elles restent là, elles resteront toujours là. Il y aura toujours des gens qui seront investis en crypto-monnaies et qui voudront peut-être sortir cet argent qui est finalement virtuel pour le mettre sur des biens qui, eux, sont physiques, comme le vin. Donc voilà, est-ce que les crypto-possesseurs vont vouloir aller sur des biens comme ça? Moi, j'en suis persuadé. C'est une façon de vraiment matérialiser quelque chose qui est virtuel en produit réel et donc certainement toucher une cible plus jeune. On ne la rencontre pas non plus forcément dans les mêmes endroits. Ce n'est pas forcément des gens qui sont des amoureux de vin, mais peut-être qu'ils vont découvrir le vin. Ils vont sur des places de marché que l'on ne connaît pas. On n'est pas sur Le Bon Coin ou sur Ideal Wine. Mais il y a des places de marché comme OpenSea, qui sont des places de marché dédiées aux crypto-monnaies et aux NFT. Il y a des places de marché sur les crypto-monnaies, les NFT et le vin qui sont en train de se lancer. On en a plusieurs ici qui ont déjà beaucoup de succès. Donc voilà, c'est une nouvelle audience, c'est une nouvelle façon d'acheter son vin et certainement un nouveau public. Et donc du coup, c'est aussi un nouveau canal de distribution. On peut acheter tout d'un coup un vin en ligne à travers son porte-monnaie et payer avec des crypto-monnaies et donc sans forcément avoir besoin de se déplacer, sans forcément avoir besoin de recevoir le vin et le stocker. Et là, il y a des places de marché qui sont absolument fabuleuses, qui ont déjà quelques mois d'expérience et qui sont des belles réussites. Vous avez le Wine Bottle Club qui est un petit peu plus loin, qui est aussi un des membres de la WineTech. Vous avez Wine Chain qui se lance dans quelques semaines, qui a fait des annonces incroyables avec des nouveaux actionnaires. Aujourd'hui, c'est les Galeries Lafayette qui les ont rejoints. Donc voilà, il y a des places de marché qui sont en train de se créer pour pouvoir faire ces échanges monnaie, crypto-monnaie contre vin, contre NFT. Et donc, c'est des nouveaux canaux de distribution très digitalisés. Hein. On sait que les ventes de vin en ligne, c'est à peine aujourd'hui 15%. Donc, quelle place est-ce que ces places de marché vont prendre? Bon, l'avenir nous le dira. Mais on est sur du dématérialisé, on est sur du en ligne pur. Autre point qui est important, et ça c'est un point primordial, c'est la communication directe avec le consommateur. Quand vous êtes possesseur d'un NFT, mais finalement, vous avez un lien direct avec le vigneron. Alors le vigneron peut l'exploiter ou pas, hein, mais vous avez, le vigneron sait que vous avez ce NFT,
parce qu'il lui aussi doit pouvoir le certifier. Et donc quelque part, il y a un dialogue qui peut se faire, il y a une possibilité de communiquer directement entre le consommateur et le vigneron. Et ça, c'est absolument unique. Donc pareil, là, il y a des technologies qui existent, il y a des sites de discussion. On n'est pas forcément sur WhatsApp, hein, mais j'ai oublié le nom de la plateforme. Est-ce que quelqu'un va m'aider? Discord, merci. Discord, qui est le site aujourd'hui, enfin des gens qui pratiquent du NFT et des crypto-monnaies. Donc c'est des sites de discussion qui sont très 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 actifs. C'est des communautés de milliers, de millions de gens, hein, qui existent déjà. Ça vient de l'univers du jeu vidéo, bien évidemment. Et donc là, c'est un nouveau canal de discussion où se créent des communautés. C'est-à-dire, vous avez acheté un NFT du château X, et ben, vous allez pouvoir retrouver les autres personnes qui ont acheté ce NFT, tous dans le même club, et discuter dans un club fermé avec le vigneron. Vous allez pouvoir faire des chats live, vous allez pouvoir interroger, vous discuter, il va pouvoir vous amener avec son téléphone dans sa cave, dans ses vignes. Donc c'est plein de nouvelles opportunités qui sont dans un cercle fermé, hein, qui sont dans un environnement totalement contrôlé par le vigneron et qui sont, je dirais, à l'infini. Autre point, et je crois que j'ai déjà dû... oui, voilà, j'ai déjà dépassé. C'est l'expérience. On parlait de communication, mais c'est l'expérience que l'on peut créer, parce que tout ça, on se dit finalement, c'est très digital. Est-ce qu'on est le vin, c'est quand même avant tout un produit de partage, un produit social. Là, ça semble être très loin. Et bien, au contraire, je pense qu'à travers ces technologies-là, il y a moyen de créer un pont direct. Ça, je vous le disais. Il y a moyen de créer une expérience qui est différente quand vous êtes possesseur d'un de ces NFT. Par exemple, le château Pape Clément avec Ariani, on crée des NFT pour créer un club. Et bien, quand vous êtes possesseur de ce NFT, donc vous êtes membre du club du château Pape Clément, et bien vous êtes reçu différemment quand vous allez au château Pape Clément. On va vous ouvrir les caves, vous allez rencontrer les équipes des vignerons, vous allez faire des dégustations, ce qui n'est pas possible quand on ne fait pas partie de ce club. Donc je vous disais, il y a des moyens de discuter à distance, de faire des chats, de faire du live. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui reste encore à inventer, qui reste encore à mettre en place, mais où la technologie finalement, elle est juste là pour servir l'expérience dans un univers qui se faisait un petit peu différent, à distance, garder le lien, enrichir la communauté. Enfin voilà, il y a d'autres leviers qui sont absolument fabuleux et absolument à construire également. Je vais arriver à la fin, et la création de collections. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pour un vigneron qui produit une cuvée, 2 cuvées, 3 cuvées, là, il a matière à créer quelque chose qui va être uniquement destiné à une communauté, donc ses possesseurs de NFT, ou créer, s'il a un club de gens qui possèdent des NFT, il peut créer des vins à destination de ces gens-là. Il peut créer des étiquettes uniques à des fins de collection. Donc il y a une possibilité de création quand on est vigneron pour s'adresser à un public bien particulier sur un environnement totalement sécurisé, contrôlé, qui est absolument nouveau. Et on a vu dans les premiers mois, hein, de ces expériences de NFT et de vin, notamment des spiritueux, qui ont fait des choses absolument extraordinaires, des bouteilles mais magnifiques, sculptées dans des verres très rares, numérotés, et donc des objets de collection, et qui vont directement sur cette communauté et qui remportent un succès incroyable. Je ne vais pas m'étendre plus parce que je suis en train d'exploser le timing et je vais me faire détester par tous les gens qui viennent derrière. Mais le dernier point qui pour nous est très important, et je vous en avais un tout petit peu parlé un peu plus tôt, c'est l'environnement. On se retrouve là avec le vin, c'est un produit qui est juste prodigieux, qui est un produit de partage, qui est fabuleux. Simplement, c'est lourd dans une bouteille de verre. Ça casse. Ça peut faire du bruit quand ça casse. C'est compliqué à transporter. Le bilan carbone d'une bouteille de vin, il n'est pas bon pour 2 raisons. 1, c'est le verre. 2, c'est le transport. Si en plus, il change plusieurs fois demain sur les 10-15 ans qui peut arriver avant qu'il soit bu, eh ben le bilan carbone, finalement, il est inutile de transporter une bouteille de vin. Ça peut l'altérer. Alors que là, on se retrouve avec des technologies qui vont permettre de réduire ça quasiment à néant. Et à un moment donné, la bouteille ne partira que du propriétaire ou de chez l'entrepositaire jusqu'au consommateur qui va finalement la consommer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Donc là, il y a un impact qui est majeur. Le bilan carbone du transport d'une bouteille, le verre en lui-même, c'est 30%, et 15% de plus, c'est le transport de la bouteille. Donc si en plus, elle part en avion aux États-Unis, et ensuite qu'elle est renvoyée en Chine, et puis finalement qu'elle atterrit au Brésil pour être consommée, il y a moyen de faire des choses un peu plus intelligemment, et ces technos-là vont permettre de le réduire fortement. Voilà, j'arrive à la fin.
Donc oui, c'est une révolution. Ce sont plein de technologies qui peuvent durablement impacter l'univers du vin. Ça va très 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 vite. Je vous dis, depuis un an, on en parlait ici, c'était une idée. Aujourd'hui, il y a déjà une quinzaine d'entreprises qui se sont lancées, des initiatives dans tous les sens. Toutes les plus grandes maisons de vin de toutes les régions du monde regardent ces projets-là. Vous allez beaucoup en entendre parler dans les prochains mois. Vous allez voir des choses extraordinaires à sortir. Renseignez-vous. Allez voir nos startups qui sont derrière et qui sont aussi un petit peu plus loin. Posez-leur des questions, ils vont vous faire des démonstrations, vous allez pouvoir voir ce que c'est vraiment que ce NFT et vous allez en tout cas beaucoup en entendre parler. Vous vous souviendrez de ce premier jour où on a échangé ça avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc il y a une table ronde qui va poursuivre et c'est Romain qui prend la suite. Romain, à toi. Est-ce que vous êtes prêts pour la meilleure conférence de Wine Paris? C'est déjà ce que j'ai dit hier, donc pour ceux qui étaient là hier, c'est pas top. Mais je vous propose, avant qu'on se lance, qu'on fasse un petit tour de table pour que vous puissiez rencontrer mes speakers. On va faire un tour de table en commençant dans l'ordre. Il y a juste à parler dans le micro. Est-ce que Louis, tu veux bien nous dire ce que tu fais, qui tu es, ton œuvre, ta vie, ton art? Merci à toi pour cette belle introduction. Bonjour à tous, Louis de Bonnecase. Je suis le fondateur, l'un des cofondateurs du Wine Bottle Club, qui est en fait un club, comme son nom l'indique. On crée des communautés autour du Web3. Laurent vous a un petit peu introduit le sujet tout à l'heure. Aujourd'hui, on est les leaders sur ce marché-là, de la communauté dans le vin et le Web3 et les NFT. Donc on a 1855 membres dans notre club, qui sont tous détenteurs d'un de nos NFT. On a réalisé 800 000 euros de chiffre d'affaires depuis la création de la société en avril dernier. Et on a 60 000 followers en cumulé sur tous nos réseaux. Donc Instagram, Twitter évidemment que vous connaissez bien. Et puis Discord qu'introduisait également Laurent, qui est très important dans le Web3. Et aujourd'hui, on lance, du coup, fort de ce succès-là, une plateforme qui sera en ligne d'ici quelques semaines pour accompagner justement les marques et les vignerons dans le lancement de leurs projets Web3. Donc ça peut être des collections de NFT, ça peut être de la tokenisation de vignobles, donc la division de vignobles en parts d'investissement. Il y a beaucoup de projets et c'est aujourd'hui ce qu'on fait avec le Wine Bottle Club. Donc on est évidemment membre de la Wine Tech, mais on a un stand qui est All 6, donc si vous voulez venir nous voir par la suite, n'hésitez pas. Voilà. Et enchanté. Merci d'être là. Top, merci beaucoup. Sylvain? J'y vais. Bonjour, merci de nous recevoir, merci d'être si nombreux. Il y en a qui sont debout, malheureusement. Donc je suis Sylvain Cariou, je suis CEO et cofondateur de la société Crystal Chain. Nous assurons la traçabilité de filières, c'est-à-dire depuis la matière première, en passant par les étapes de transformation jusqu'au produit fini, en utilisant la technologie blockchain. Et on travaille dans plusieurs secteurs, donc l'agroalimentaire, les vins et spiritueux. On travaille pour Cordier notamment. On fait la traçabilité des 1664. Donc si vous avez un QR code, vous le scannez et vous aurez des informations sur cette bière. On travaille dans le prêt-à-porter, dans l'économie circulaire. Et donc la traçabilité, on en a parlé juste avant, hein, ça sert à collecter l'information sur tout un produit, toutes les composantes de ce produit pour valoriser le produit, donner confiance aux consommateurs et aussi calculer l'impact du produit. Et par ailleurs, je préside la commission blockchain à l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'entité française qui s'occupe de standardisation et de normalisation. Et on se réunit avec un groupe de 40 pays dans le monde pour établir des standards ou des normes sur la blockchain. Donc il ne faut pas dire que les standards, ça freine l'innovation. Au contraire, ça permet de donner confiance dans cette innovation et pour donner un cadre et pour ensuite accélérer cette innovation et son adoption. Donc je pourrais en parler tout à l'heure, bien sûr. Merci beaucoup Sylvain. Gaspard, ouais. À toi. Oui, alors il faut inverser les deux. Bonjour à tous, Gaspard Andon-Grelier, DG de La Nouvelle Cave. Donc La Nouvelle Cave, c'est un encore petit réseau de caves parisiennes. On a 2, bientôt 3 caves à Paris, un certain nombre de points de distribution en France. C'est une cave très digitale parce qu'on est à 50-50 en termes de physique et de online dans nos ventes. Et assez rapidement, on s'est penché, donc plutôt fin 2021, sur le Web3 au sens large pour voir ce qu'on pouvait en tirer, décortiquer au sein de tendances et de hype ce qui peut vraiment intéresser nous et nos clients.
Donc dans la partie métavers, on a identifié le fait que la réalité virtuelle, ça pouvait intéresser l'expérience e-commerce. Et donc on a incorporé une reproduction d'une de nos caves dans notre site e-commerce. Donc on a une approche cave virtuelle au sein de notre site. Et on a lancé en septembre 2022 une collection de NFT associée à des bouteilles physiques, exactement comme Laurent le présentait tout à l'heure, en partenariat avec la Maison Bouet. Et l'idée, c'est que grâce à cette association, les acquéreurs des NFT achètent une bouteille qui est un grand cru classé, qui reste dans les stocks de la Maison Bouet. Ils ont ce certificat et quand ils envoient le certificat, la bouteille leur est envoyée. La bouteille ne voyage pas. À l'exception de ces derniers voyages, ils peuvent l'échanger sur les plateformes qui ont été mentionnées, donc OpenSea notamment. Il y a une parfaite traçabilité. Et en plus, c'est souvent une question de communauté. On s'est fondé sur notre communauté à nous. Donc, ce n'est pas des gens qui allaient aller sur Discord parce que c'est des gamers. Donc, on a vendu les NFT en physique dans nos caves, en plus de notre site internet, en les incarnant sur des planches en bois gravées à l'effigie du NFT et au dos desquelles il y avait un QR code avec toutes les informations sur le vin. Voilà. Bonjour à tous, je suis Sylvie Busca, fondatrice et présidente de One in Block. Alors, One in Block a été créé en 2020 par à la fois des experts en vin et spiritueux, mais aussi des grands spécialistes de la technologie blockchain, de l'IA et de l'IoT. Alors nous, en fait, nous sommes partis vraiment du marché et des problématiques rencontrées par les vignerons pour les aider, grâce à la technologie blockchain et aujourd'hui au NFT, à résoudre en fait un certain nombre de problématiques que sont l'authenticité, la lutte contre la contrefaçon, notamment sur les marchés export, où c'est une vraie problématique aujourd'hui pour tous les vignerons, tous les négociants. Deuxième problématique, bien sûr les enjeux de traçabilité. Aujourd'hui, on a tous les consommateurs, les distributeurs ont envie de savoir quelle est la provenance de la bouteille, surtout dans un contexte en fait, de premiumisation en fait, des vins. Donc la provenance est d'autant plus importante. Troisième problématique alors là, c'est une problématique extrêmement concrète que l'on adresse, c'est la problématique de qualité. Aujourd'hui, les vins voyagent énormément. Des mauvaises conditions de transport et de stockage peuvent être destructrices pour le vin et destructrices aussi en termes d'image pour les domaines. Donc on a créé un boîtier électronique qui contient le passeport, on va dire digital, blockchainé, qualité du vin. Et on vient tracer les alarmes de température et de l'hygrométrie des vins pendant leur transport et leur stockage, et ça sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 20 ans. Et bien sûr, troisième problématique que l'on vient adresser, c'est bien sûr tout ce qui est relation client, expérience client. Le vin, c'est le partage, c'est le terroir. Comment vous, aujourd'hui, vignerons, vous allez pouvoir emmener vos futurs clients, enfin les clients d'aujourd'hui et les futurs clients de demain, dans votre univers, partager avec eux un certain nombre d'expériences, leur faire vivre au fil ce que vous vivez, ce que vous créez au jour le jour pour eux. Voilà. Donc ce sont les 4 grandes problématiques que One in Block adresse aujourd'hui. Merci Sylvie, merci à tous les 4. Alors, je me présente en 2 mots. Donc moi, je suis Romain, je suis le directeur général de la WineTech. La WineTech, c'est cet espace. On a 135 startups dans le portefeuille qui innovent sur toute la chaîne de valeur de la filière vin. Donc comment ça va se passer ? On a 35 minutes à peu près. Je vais poser 2-3 questions au panel et puis ensuite, on va ouvrir les questions au public, si ça vous va. Ce que je vous propose aussi, c'est qu'il y a une deuxième conférence cet après-midi qui est sur les NFT. Je vous propose qu'on remonte un tout petit peu d'un cran et qu'on parle et qu'on le fasse en entonnoir et qu'on parle d'abord du sujet Web3. Ça pourrait être intéressant pour vous de comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on va aller sur les NFT et on ouvrira les questions au public, si ça vous convient. Alors, pourquoi on parle des NFT ? Pourquoi on parle du Web3 ? Alors, il y a effectivement dans l'actu des gros sujets. Il y a eu la faillite de FTX. Il y a des domaines qui commencent à contractualiser avec les startups. Pour la WineTech, on a une trentaine de startups quand même qui sont positionnées sur ce segment Web3, blockchain, NFT, Metaverse. Donc, on sent qu'il y a une impulsion, il se passe des choses, les chiffres sont là. Mais c'est intéressant de comprendre aussi pourquoi il y a un engouement pareil au niveau du vin. Et donc, c'est ma première question parce que en 10 ans, le monde du vin n'a pas fondamentalement évolué, notamment au niveau des technos. L'intelligence artificielle n'a pas trop fait bouger les lignes. Le big data n'a pas fait bouger les lignes non plus. Et on a l'impression que le Web3, pour le coup, a complètement secoué le secteur, est complètement en train de le secouer. Et quand on voit, moi j'ai 30 startups qui se sont créées en 18 mois sur le Web3, on se dit que c'est une tendance de fond. Comment vous expliquez que le Web3 soit une de ces technos qui sont en train de faire bouger les lignes,
Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Je vous laisse prendre la parole comme vous voulez dans l'ordre. Sylvie, vas-y, je t'en prie. Alors, moi, je vois deux raisons à cela. La première, c'est que d'abord, le vin se prête très bien. C'est un marché complexe, donc se prête très bien finalement à tout ce qui est technologie Web3 et NFT. Pourquoi? Parce qu'un NFT, finalement, on l'a dit tout à l'heure, c'est un certificat de propriété digitale. Il a une valeur, il a une propriétaire et on peut transférer la propriété de ce NFT. Bah, forcément, le lien avec le vin est évident. Le vin a une valeur, le vin a un propriétaire. Et aujourd'hui, on a un second marché sur lequel les vins dont on transfère la propriété. Donc, un, le vin se prête bien à ce type de technologie. Et deux, si on prend un petit peu de hauteur, je ne vais pas forcément être très sympa, mais je pense qu'on a un petit peu loupé dans le vin le tournant du Web 2. On est passé un petit peu à côté. Pas que dans le vin, d'ailleurs, dans de nombreuses industries, à la fois en France et aussi en Europe. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est très motivé pour ne pas louper le virage du Web 3. On a tous conscience que c'est un véritable enjeu pour nos industries. Et là, je parle au sens large, hein, au-delà du vin. Ok, merci. Je vais revenir un petit peu en arrière pour expliquer, je ne sais pas si tout le monde est au courant ce que c'est que le Web3 ou la blockchain, mais juste donner un peu de contexte historique. Donc la blockchain, c'était créé en 2008. Le début de la blockchain, c'était l'application Bitcoin. Donc c'est une monnaie numérique qui faisait fi des banques centrales qui, elles, émettaient de la monnaie. Donc c'était pour pallier aux déficiences, aux difficultés de liquidité qu'il y avait à l'époque. Donc l'idée de base du Web3 et de la blockchain, c'est cette idée de décentralisation. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour s'occuper de gérer ou d'améliorer ou proposer des innovations, eh ben des gens vont se mettre autour de la table pour proposer des innovations et pour proposer des choses qui veulent répondre à leurs besoins. Et je suis d'accord avec ce que disait Sylvie. Effectivement, le vin, c'est un actif qui s'échange. Donc ça peut parfaitement être représenté comme un actif numérique. Et donc le Web3, c'est décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se mettre entre elles, créer une application de type Web3 qui permet de représenter le vin, tout en ayant confiance les uns avec les autres. Parce que sans la blockchain, vous pouvez créer un actif, mais qui dit que c'est bien celui-là, que c'est vous qui l'avez créé, signé, quand il y a un échange, est-ce que moi je ne vais pas vendre 2 fois la même bouteille, enfin son équivalent numérique. Donc la blockchain permet dans une communauté, par exemple, je sais pas, les vignerons de Bordeaux ou de Bourgogne, créer une application blockchain et en garantissant la confiance dans les actifs numériques qui sont créés. Donc c'est l'évolution du Bitcoin vers l'équivalent de Bitcoin pour le vin. Moi, je me permettrais juste d'ajouter qu'en fait, en effet, le NFT peut servir de certificat de propriété. Il a aussi beaucoup d'autres applications. Donc, si je dois revenir un petit peu, c'est un peu l'objectif à la définition du Web 3. Donc, le Web 1, pour revenir un petit peu en arrière, c'est plus le web de l'information. C'est-à-dire qu'au départ, on est passé d'une information papier à une information sur écran, de manière assez basique. Le Web 2, c'est plus un web de service, avec tout ce qu'on connaît, l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement du streaming, donc l'information qui est de plus en plus rapide. Le Web 3, c'est plus le web de la confiance. Et en fait, dans le champ d'application des vins et spiritueux, je précise aussi les spiritueux qui sont impactés par cette technologie également, il y a 2 verticales possibles dans la confiance. Il y a la traçabilité en effet, donc de l'objet physique, mais il y a aussi l'aspect communautaire, l'aspect club qui est très important, regrouper des gens autour de valeurs communes. Et pourquoi, et pour répondre à la question initiale, pourquoi le vin se prête très bien à cette notion communautaire, c'est que le vin, en fait, c'est déjà un club. Le Web3 vient juste le formaliser au travers de NFT. Donc on peut faire de la traçabilité de la bouteille, mais on peut également faire de la traçabilité du consommateur. Tout le monde connaît la carte Coffee Noga, par exemple. Aujourd'hui, en fait, avec un NFT dit de membership, c'est-à-dire c'est un NFT qui donne des avantages dans un club, dans une propriété de vin ou autre. Et l'idée, en fait, c'est que ça se fait de manière automatique. Vous pouvez vous connecter sur un site. Vous n'avez plus besoin d'une adresse email et d'un mot de passe. Le simple fait d'avoir un NFT vous donne des avantages prédéfinis en amont, en effet. Donc, il y a ces 2 composantes qui sont très importantes. L'aspect traçabilité, contrefaçon dont a parlé Laurent tout à l'heure, et également l'aspect communautaire, l'aspect club, puisque c'est un peu la quintessence du vin, de regrouper les gens autour de valeurs communes. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas nier une dimension effet d'aubaine et un peu course à l'échalote fin 2021, début 2022, avec tout ce qui se lance en Web3 qui a du succès et des gens qui cherchent juste des objets à transformer et à colorer Web3 pour les écouler.
la volonté d'utiliser le vin pour le Web3, elle part beaucoup de personnes qui gravitent autour du vin, beaucoup plus que des vignerons eux-mêmes. L'enjeu, et maintenant qu'on est après un peu cette vague-là, que la vague s'est un peu effondrée, qu'il y a eu toutes les difficultés qui ont été mentionnées sur la crypto, c'est de voir dans quelle mesure les cas d'usage qui, j'en suis intimement persuadé, comme je pense tout le monde ici, ont de la valeur, vont réussir à s'ancrer dans le temps. Et du coup, tout l'enjeu, c'est de voir ce qui va perdurer et d'aller au-delà d'un petit univers de personnes très sensibles aux cryptos qui sont justement sur Discord et tout ça, pour se généraliser dans le grand public. Parce que c'est uniquement à cette condition que les cas d'usage auxquels qu'on a construit vont prendre leur sens. Enfin, les NFT qu'on a lancés, la nouvelle cave, c'était un petit drop. Pour que ça prenne pleinement son sens, il faut que les personnes qui l'ont acheté puissent revendre les NFT sur OpenSea. Et donc, il faut qu'il y ait des acheteurs qui sachent qu'ils peuvent les acheter sur OpenSea. Enfin, il y a besoin de beaucoup d'éducation. Et donc, il faut que ça passe d'un cercle de connaisseurs qui le faisaient en partie pour diversifier leurs activités crypto et y gagner de l'argent, vers une transformation des usages, et que les consommateurs de vin, les personnes qui achètent des bons vins, voient toute la valeur que peut représenter la techno. C'était ma question d'après, je vais te faire rebondir. Donc là, on partait du Web3, vous nous avez donné des définitions qui nous semblent très claires. Effectivement, on a l'impression que la marée se retire et qu'il y a un nombre de startups qui vont peut-être plus décoller ou moins décoller. Est-ce qu'il y a des cas d'usage spécifiques auxquels vous croyez plus ? Laurent en a énoncé 10. Il y a des choses qui paraissent très évidentes, traçabilité typiquement. Les clubs d'allocataires, je trouve ça assez évident parce que ça fait des lustres que ça existe déjà. Et il y a des cas qui sont peut-être un tout petit peu plus poussifs. Le métaverse, ça l'est peut-être. Ou en tout cas, c'est une deuxième vague. Est-ce qu'il y a des cas d'usage Web3, on a compris. Est-ce qu'il y a des cas d'usage maintenant autour du Web3 ? Et on parlera des NFT si vous voulez, mais ce sera la troisième question, qui vous semble susceptible de perdurer ou d'être plus percutant pour le secteur ? Je voudrais faire une réflexion de méthode en fait. J'ai fait pas mal d'interventions sur la blockchain depuis quelques années en fait, et souvent on me posait la question qu'est-ce que je peux faire avec la blockchain ? Et en général je répondais rien, voilà, comme ça évacué le sujet. Et je reposais la question, mais quel est votre problème ? Quels sont vos besoins ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Et finalement, plutôt que tu parlais de cas poussifs, je suis d'accord, c'est-à-dire moi j'ai une techno, je vais essayer de la pousser. C'est pas la bonne approche. Celle que j'ai faite souvent en faisant des ateliers avec des clients ou des ensembles d'entreprises, c'est de dire voilà ce qu'on peut faire avec la blockchain, voilà des idées, voilà des cas d'usage qui se font dans votre secteur ou dans d'autres. Et est-ce que ça vous fait penser à des choses qui pourraient être utiles chez vous ? Voilà. Et donc j'ai du mal à me dire tiens, la blockchain ça va tout révolutionner, on va tout bazarder, on va recommencer de zéro, on va faire tout à partir de la blockchain, mais comme personne ne comprend exactement ce que c'est, plutôt voilà ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et donc finalement, pour moi, la blockchain c'est une couche de confiance, d'amélioration de choses qui se font déjà par ailleurs. Les clubs existent déjà, mais on va grandement les améliorer. Les transactions dans le vin se font déjà, mais on va grandement les améliorer, les rendre plus liquides. Plutôt comme quelque chose qui permet d'accélérer les choses, un peu comme, je sais pas, les smartphones, ça a été une révolution, mais ça a grandement amélioré des choses existantes. Donc évolution ou révolution ? Je sais pas. Enfin, un peu des deux, en fait. Okay, voilà. okay. C'est juste que les choses évoluent et il faut les prendre en compte. On peut les prendre en compte, mais se dire on va tout révolutionner, c'est difficile parce que ça risque de figer un peu tout le monde aussi. Voilà. C'est très. Est-ce qu'il y a des cas d'usage auxquels, alors toi, j'imagine traçabilité évidemment. Est-ce qu'il y a dans les 10 cas d'usage énoncés par Laurent qu'on connaît tous, est-ce qu'il y a des cas sur lesquels tu penses que ça va être le futur de la filière vin ou que ça peut l'améliorer beaucoup plus que Moi, je le vois, c'est mon activité aussi, donc j'ai un prisme, voilà. C'est tout ce qui est traçabilité, c'est tout ce qui concerne la matière première, et même avant d'ailleurs, tous les intrants, tout ce qui se passe, tout le travail qui est fait sur le produit, la transformation, etc., jusqu'au produit final. La traçabilité qu'on faisait au début, c'était uniquement suivre ces flux de matière et de transformation. Maintenant, on capte des informations du style consommation d'eau, consommation d'énergie, contrôle qualité, etc. Et donc, ça devient quelque chose de très, très riche qui répond à des besoins de la marque, par exemple, de savoir ce qui s'est passé auprès de ses fournisseurs, qui parfois répond à des besoins réglementaires et qui répond à des attentes de consommateurs. Donc, tout le monde pousse dans le même sens
pour plus de transparence, une meilleure maîtrise de ce qui se passe. Alors les filières vin sont des filières courtes en général, enfin, entre la vigne et puis le vin, enfin courtes géographiquement je veux dire. Après, une fois que le vin est vendu, on a besoin de savoir ce qui se passe, comment il est transformé, comment il est transporté. Et donc il y a un grand besoin de la réglementation des consommateurs, des associations, même des professionnels, pour plus de transparence et de connaissance de ce qui se passe. Donc clairement, c'est une vague de fond là. Je veux bien l'avis de Sylvie, avant de revenir sur Louis et Gaspard, parce que je pense que tu dois avoir un avis qui est globalement assez similaire. Sur la part traça, c'est un des cas d'usage que vous poussez à fond. Absolument, c'est un cas d'usage qu'on pousse à fond chez Wine in Block. Donc je te rejoins complètement. Je rajouterai bien sûr tout ce qui est expérience client, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que je pense que le Web 3 va vraiment révolutionner toutes les techniques marketing. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est Web 2, toutes les techniques marketing qui font appel au Web 2 sont un peu à la peine. On est assailli de mails, on est assailli de... Voilà, donc on arrive un peu au bout du bout de ce qu'on a pu faire en termes de techniques marketing. Et là, le Web 3 va vraiment permettre en fait, de mettre en relation directement un domaine, par exemple, et son consommateur final. Et ils vont pouvoir interagir directement et le domaine va pouvoir vraiment adapter sa communication, ses offres de façon personnalisée avec son consommateur. Et là, on a une véritable innovation. Donc toi, expérience client, recréation du lien de valeur. Absolument. Ouais, ça fait sens que tu interviennes, Louis, là-dessus. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que trop souvent, on oppose en fait, on oppose blockchain, NFT, métaverse. Non, en fait, ce sont trois technologies qui peuvent œuvrer ensemble. En fait, ce sont les solutions, les cas d'usage qui vont découler de ces technologies qui vont avoir un sens ou pas, en fait, pour vos domaines ou vos cas d'usage, en fait. Ce que dit Sylvie est très juste sur l'expérience du client et du consommateur qui est très importante. Laurent parlait juste avant de Discord, par exemple. Donc c'est en effet un réseau qui, pour l'instant, n'est pas forcément mainstream. C'est-à-dire que quand vous allez sur Discord, c'est quelque chose d'assez technique. Je vous invite quand même à regarder. C'est un réseau qui est amené à évoluer, certainement graphiquement, en tout cas à avoir d'autres réseaux similaires. Il y a d'autres réseaux similaires qui vont se créer. Vous pouvez aller voir sur notre Discord, par exemple. Nous, on a plus de 10 000 personnes qui sont sur notre Discord. Et vous avez des canaux en fait, que vous pouvez segmenter en fonction, parce qu'on parlait de NFT. Si vous avez tel ou tel NFT, vous allez pouvoir avoir accès à tel ou tel canal de discussion. Donc c'est pour ça que en fait, les deux sont très liés. Et je voulais juste rebondir sur un autre point. Là, depuis tout à l'heure, on parle de cas d'usage qui sont en effet très importants pour le consommateur, pour le client final, même si en effet toutes les données sont importantes aussi pour les propriétés. Moi, je voulais revenir sur le prisme des professionnels et des propriétés. Il y a un autre cas d'usage qui est très important en fait, dans la technologie de la blockchain et a fortiori des NFT. C'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir, par exemple, compiler de la data qui est très intéressante. C'est un peu, je devrais dire, en fait, dis-moi ce que tu as dans ton portefeuille de NFT, je te dirai qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les portefeuilles de NFT sont publics. La blockchain, elle est publique. Donc, en fait, vous pouvez voir si votre consommateur il a un NFT de votre propriété, par exemple. Il peut aussi avoir un NFT d'une marque de montre, de voiture ou que sais-je. Et en fait, vous allez pouvoir compiler ces datas, les analyser, faire des profils de consommateurs pour pouvoir ensuite donner à vos consommateurs soit de la publicité plus ciblée, soit une offre plus en adéquation avec le profil. Donc il y a cet aspect qui est très important, la collection de la data et des profils de consommateurs. Voilà. Effectivement. Alors, c'est une conviction personnelle, mais je pense qu'il ne faut jamais partir de la techno quand on veut faire une inno. Je pense qu'il faut partir vraiment des besoins. Il y en a 4 pour moi. Donc, il y a le premier qui a été décrit par Sylvie et Louis, qui est le point en fait, du CRM. De se dire comment une marque peut communiquer de manière appropriée à un consommateur, de la manière la plus targetée, grâce en fait, à la connaissance qu'elle peut avoir de ses goûts grâce à son portefeuille de NFT. Donc ça, pour moi, c'est un cas d'usage. Le problème que les marques ont actuellement, c'est effectivement ce que disait Sylvie, c'est difficile de contacter les gens, et puis surtout, ils sont saturés. Donc ça, c'est un premier point. Pour moi, il y a un deuxième, si on rentre dans le vin vraiment, il y a d'une certaine manière, et c'est une des choses sur lesquelles nous, on travaille beaucoup à la Nouvelle Cave, c'est la pudeur quasiment de certains consommateurs à rentrer en cave, à acheter du vin, à franchir le pas. Donc comment on peut les accompagner? Pour moi, il y a, dans les technologies qui gravitent autour des notions de Web3, il y en a plusieurs qui répondent à ce besoin-là, et notamment la réalité virtuelle.
C'est pour ça vraiment qu'on a fait la cave virtuelle, parce que vous allez sur un site e-commerce de vin classique, c'est exactement la même chose que d'acheter sur catalogue. C'est la même chose. La Redoute, il y a 50 ans, même chose. Ça n'a pas changé, c'est juste le canal qui est changé. En revanche, il y a des possibilités décuplées grâce à ces innovations-là. Et pour un consommateur qui est justement, comme je disais, un peu pudique, le fait de se retrouver dans une expérience qui reproduit une boutique, déjà c'est rassurant, parce que les espaces sont balisés tels qu'il a l'habitude de les voir balisés en physique. Et on peut accompagner son expérience avec des assistants virtuels. On peut même mettre des éléments d'échange en connexion avec nos cavistes, avec des chats ouverts. Donc ça, c'est pour moi une deuxième ère qui permet de répondre à ça. La troisième, c'est un peu une pomme de discorde avec Louis, mais je crois vraiment que pour les grands vins, il y a une vraie possibilité autour des NFT, parce que pour moi, ça répond aux besoins... En fait, donc c'est ce qui a déjà été évoqué, hein, c'est de traçabilité, d'authenticité, le fait de savoir qu'un très grand vin de garde n'a pas bougé pendant 10 ans, ça change tout à la valeur qu'on peut lui accorder. Et le dernier point pour moi, c'est une vision vigneron. On sait que un des nerfs de la guerre, c'est les cash flows, en tout cas la temporalité du cash pour les vignerons. On a la possibilité d'envisager à moyen terme au moins 2 cas d'usage différents. La tokenisation des plateformes. Donc vous prenez pas des plateformes, mais des parcelles. Vous prenez votre parcelle, vous la tokenisez, vous la vendez en partie à des acheteurs qui du coup deviennent des actionnaires via la technologie blockchain. Vous, ça vous permet d'anticiper des cash flows comme ça, en tant que vigneron, et les personnes qui achètent les parcelles font un placement à travers un nouveau produit financier. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est la vente d'allocations ou de primeurs via NFT. On est proche des sujets que j'évoquais sur les grands vins, mais ça permet aussi d'anticiper des revenus futurs via des technologies à forte traçabilité, forte authenticité, forte sécurité. Et je sais que c'est cet après-midi, mais Farandole y travaille notamment. Très clair, merci. Donc on est parti effectivement du Web3, on a fait un tour un petit peu des cas d'usage qui pourraient se généraliser. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu sur la partie NFT, c'est ce que tu as commencé à faire Gaspard. Et j'aime beaucoup ton idée de dire que le cas d'usage doit précéder toujours la techno, il ne faut pas le prendre dans l'autre sens. À quoi ça sert un NFT dans le vin? Tu as commencé à donner des exemples, mais je veux bien qu'on fasse un tour de table complet. Si on repart dans l'autre sens du cas d'usage, à quoi ça sert? Est-ce que c'est des royalties pour les vignerons? C'est un des cas, mais c'est quoi pour vous les NFT? Pourquoi les NFT? Si on est là, donc on est au bout de l'entonnoir. Un NFT, c'est un outil. Donc en fait, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Juste, si tu peux redéfinir NFT, parce que je ne sais pas à quel point les gens du public sont à l'aise avec l'idée de NFT. Je pense que Louis, là... N'importe qui. Mais... Oui, par exemple, un NFT, c'est un non-fungible token, donc un token non fongible. Ce qui est fongible, c'est ce qui est reproductible. Un billet de 10 € est reproductible. Une maison n'est pas reproductible. Enfin, peut-être dans un quartier pavillonnaire, mais en tout cas, elle ne sera pas au même endroit. De l'or physique, c'est reproductible. Un jeton non fongible, donc un NFT, n'est pas reproductible. Et ça, c'est quelque chose qui est avéré. La technologie le permet. C'est un objet numérique qui n'est pas reproductible, qui n'est pas falsifiable, etc. Chose qui est impossible aujourd'hui à faire quasiment avec des objets physiques. Voilà, donc c'est là que le NFT est très important. Ça peut être adossé à une œuvre d'art numérique, mais ça peut être juste un certificat de propriété, ça peut être plein de choses. Donc voilà ma définition, je pense que vous pouvez m'aider à la compléter. Mais, il y a un autre terme qu'on utilise. Vas-y. C'est qui a été parfait. Il y a un autre terme qu'on utilise parfois, c'est pas exactement la même chose, mais c'est le jumeau numérique, c'est-à-dire un objet numérique qui représente quelque chose de physique. Donc il y a une liaison bidirectionnelle entre les deux. Et sur votre jumeau numérique, vous pouvez mettre toutes les informations sur une bouteille de vin, par exemple, toutes les caractéristiques, qui il appartient, etc. Un peu comme un titre de propriété d'une maison. Mais le NFT n'est pas obligé de représenter un objet physique. Non, pas nécessairement, effectivement. Vous avez des NFT, c'est juste une œuvre d'art numérique qui correspond à une communauté. Il y a des gens qui achètent des œuvres d'art comme vous achetez des œuvres d'art physiques. Ça peut correspondre à une carte de membre, ça peut correspondre à beaucoup de choses. Voilà. Et donc la question que je pense le public pourrait se poser, c'est à quoi ça me sert d'avoir une bouteille digitale sans lien avec une bouteille physique, par exemple? Parce que c'est une des questions que moi on me pose en général. C'est pour l'art, je peux le comprendre et encore, mais pour une bouteille sans l'adosser à la bouteille physique, quel est l'avantage? Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est Gaspard qui disait ça, c'est que ce qui est important, c'est de savoir quels sont les besoins
du vigneron ou de la maison de champagne par exemple ou de spiritueux. Donc nous, ce qu'on va faire avec Wine Bottle Club pour les accompagner, on va d'abord leur demander mais en fait pourquoi vous voulez faire un NFT. Et certaines personnes vont dire moi je veux faire de la communication, je veux faire parler de ma propriété. Ok, donc là on va peut-être plutôt faire un NFT membership dans lequel vous allez intégrer des avantages liés à votre propriété. Vous avez un restaurant à côté de votre vignoble, vous avez une offre no touristique. Donc là, il n'y a pas forcément intérêt, si vous voulez juste parler de votre marque, d'y adosser un objet physique. Si par exemple une propriété me dit je veux faire une édition limitée, j'ai une barrique, là je vais produire un jus qui est absolument exceptionnel, là ça va être intéressant. Pourquoi pas d'y adosser le NFT, de l'y adosser les bouteilles physiques dans la barrique. On peut y adosser également, comme le disait Gaspard, on peut y adosser une partie du vignoble, diviser son vignoble pour faire de la vente. Si par exemple le vin, la propriété a une problématique de succession, avec des frais de succession qui sont élevés, et la propriété veut vendre une partie de son vignoble, ça aussi c'est un cas d'usage. Donc ça dépend en fait vraiment du besoin, si c'est du marketing, de la traçabilité, la volonté voilà, il y a plein de possibilités. Donc il faut savoir quel est le besoin avant tout. Je pense qu'il faut faire. Enfin, je suis d'accord. Pour commencer, je pense qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on a tendance à utiliser. Enfin, surtout dans l'année 2022, il y a eu beaucoup d'utilisation d'initiatives qui ont été lancées, toute industrie confondue, qui n'avaient pas besoin des NFT. Il y a beaucoup de trucs qui ont été lancés, pas besoin du NFT, fais de la fidélité, tu as une app fidélité, est-ce que tu as besoin d'un NFT? Pas besoin. Du coup, tu utilises une technologie qui est coûteuse, complexe, qui pollue. Il y a comme Pas nécessairement, mais... Non, mais je te dis pas que tous les cas le sont, mais dans certains cas, il y a pollution. Bon. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que c'était à la mode, fallait faire un truc. Il y a beaucoup d'équipes inno de grands groupes qui pourraient répondre. Bon. Fondamentalement, dans la technologie, il y a, je pense, des composantes qui sont différenciantes, qui sont, en tout cas à ma connaissance, sans doute limitées, pas trouvables ailleurs pour un actif numérique. C'est inviolable, c'est inscrit dans une chaîne qui est lisible et transparente pour tous. Donc ça offre une garantie aux personnes qui en font l'acquisition d'avoir une lecture totale de ce qui s'est passé pour cet actif numérique. Ça, c'est un premier élément. Et pour le vin, c'est très pertinent. Ça automatise des processus qui sont complexes à mettre en place, les processus de royalties. Vous voulez rémunérer à tant de pourcents tel maillon de la chaîne, vous pouvez le faire. C'est extrêmement complexe à faire autrement. Là, l'émetteur, boum, il a 2-3% en fonction. Il y a deux choses à différencier. En fait, je pense que c'est là que tu vas en venir, et là, je suis d'accord. C'est qu'il y a la technologie fondamentale de la blockchain qui s'applique uniquement à certains cas. En revanche, vous pouvez surfer aussi sur la vague du Web3, parce qu'il n'y a pas que la blockchain dans le Web3, vous avez aussi tout le marketing qu'il y a autour. Il y a les jeunes qui vont être intéressés. Certains jeunes peut-être s'en foutent de la traçabilité. Par contre, l'univers qu'il y a autour du marketing du Web3, certains réseaux qui sont utilisés, certains codes, vont plutôt les intéresser. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Et je suis d'accord que tous les cas d'usage, enfin toutes les problématiques, la blockchain ne vient pas y répondre forcément. Ouais, tout à fait. Et en l'occurrence pour la nouvelle cave, nous on savait que, très modestement, on n'allait pas exciter des jeunes qui sont sur Discord avec notre. Soyons réalistes, c'était pas comme ça qu'on voyait le truc. Nous, ce qu'on se disait plus, c'est entre nous, c'est une solution même assez stylée pour répondre à un problème qu'on a entendu de gens qui achètent des allocs et qui ont un mail, un bout de feuille qui traîne ou qui ont une bouteille gardée quelque part. Ils sont pas vraiment sûrs, il faut qu'ils viennent à telle heure, tel endroit, et s'il pleut bien au bon endroit, ils vont avoir la bouteille. Enfin, ça permettait vraiment de répondre à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il faut le suivant, c'est quand même vraiment de savoir ce qu'on veut faire, quoi. Sylvain, est-ce que vous... Alors, soit oui. Je vous fais réagir maintenant, soit en nouveau public, parce que je vois qu'il y a devant la scène, il y avait des gens qui voulaient réagir, il me semble. Mais est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Et sinon, on va vous faire réagir sur la partie NFT. Mais... Ouais, parce qu'il y a un commentaire juste en face sur la consommation énergétique des blockchains. Alors, je vais évacuer la question. C'était ma prochaine question, donc vas-y. Ouais, d'accord. Comme ça, j'évacue le truc. Oui, les premières blockchains consommaient beaucoup d'énergie. Le Bitcoin en consomme toujours beaucoup. Mais comme en technologie, dès qu'il y a un problème, il y a des gens qui se mettent autour de la table, qui réfléchissent et qui trouvent la solution. Les dernières versions des blockchains consomment extrêmement peu d'énergie. Voilà.
Même pour Bitcoin, hein, je me permets de dire juste que Bitcoin en fait, consomme, en effet, c'est normal, c'est ce qu'on appelle du proof of work, pour faire tourner des ordinateurs pour pouvoir sécuriser le réseau. Mais il faut savoir aussi, c'est à mettre en comparaison avec le système monétaire actuel. Donc il y a toujours des nuances, hein, mais en effet, les premières blockchains comme celle de Bitcoin consomment plus que les dernières blockchains comme ce qu'on appelle proof of stack, c'est-à-dire la preuve de détention. Donc je n'entrerai pas dans le détail, mais des blockchains comme Ethereum, en effet, aujourd'hui consomment peu d'énergie. Juste pour donner une idée d'échelle, en fait, lorsque vous envoyez un mail avec une pièce jointe, c'est 12 grammes de CO2 par envoi. Enregistrer une information dans la blockchain, par exemple Stellar, je cite celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux, c'est 0,04 grammes de CO2. Donc voilà, et des mails, vous en recevez beaucoup plus que vous n'enregistrez d'informations dans la... Alors, non, mais du coup, je pense que la question c'est de savoir, si on le fait, il faut le faire pour des bonnes raisons. C'est oui, juste la conclusion. Raisons, bien sûr. Autant pour les mails que pour l'utilisation des NFT. C'est ça qui résout le point, quoi. On a 5-10 minutes maximum. Je vois qu'il y a des questions. Vous voulez réagir? Allez-y, allez-y. Bonjour, je suis passionnée par le sujet. Moi, je suis DSI du groupe Bollinger, voilà, donc je m'intéresse à ce sujet-là. Moi, je rejoins tout à fait le point de l'utiliser quand c'est utile. Donc moi, je dirais pour un NFT responsable, parce qu'on parle beaucoup de numérique responsable, et j'ai bien aimé l'idée qu'il pouvait être utilisé donc, pour la traçabilité, au sens où là, c'est l'IT for Green, c'est-à-dire la traçabilité même de regarder toute la consommation de la création du produit, consommation d'eau, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. Et évidemment, sur l'autre partie, Green IT, l'utiliser quand c'est vraiment utile, quand il y a vraiment un intérêt, comme vous le disiez, moi je rejoins complètement ça. Il n'y a pas forcément besoin d'un NFT pour faire un plan marketing de fidélisation. En revanche, il y a vraiment plein d'usages intéressants qu'il faut construire. Et le passeport digital contre pour l'authentification, etc., ça me paraît vraiment important. Mais moi, je rejoins ça, c'est-à-dire si le Web 2.0 est suffisant pour certains usages, gardons le Web 2.0. Et j'entends par contre le point de l'énergie qui est en train vraiment d'être optimisée, donc ça, c'est un super point. Et on est en train de créer des NFT de crédit carbone, parce qu'il y a eu des petits scandales récemment sur la véracité des crédits carbone, donc on est en train de développer quelque chose là-dessus aussi. Enfin, crédit carbone et éco-crédit de manière générale. Bonjour. Moi, je suis cofondateur d'une start-up dans le domaine de l'investissement dans les bouteilles de vin, Hispalis. Et en fait, j'aurais voulu savoir comment vous gérez l'association entre le NFT et les actifs tangibles bouteilles, en tout cas les différentes formes d'association entre les deux. Alors nous, par exemple, on utilise la technologie NFC, qui est la technologie que vous avez dans votre carte de crédit, qui est aujourd'hui, à notre sens, la technologie la plus sécurisée pour contenir un NFT, tout simplement. Et c'est la combinaison NFC-NFT qui va justement vous permettre à la fois d'authentifier la bouteille, de la tracer, de la revendre, de faire absolument ce que vous voulez avec. Nous, on a fonctionné par allocation de lot, de caisse, avec le numéro de caisse alloué au NFT. Et la sécurité, en l'occurrence, vient des partenaires. C'est-à-dire que ça vient du fait qu'on maîtrise la chaîne de valeur et le fait qu'on est en lien direct. En fait, on est en lien direct entre la cave et le négociant qui a les bouteilles dans son stock. Mais je pense que l'avenir de la solution, même si on se projette pour savoir où est la valeur du NFT là-dedans, je pense que l'avenir de la solution, c'est effectivement de la technologie NFC, éventuellement avoir un contrôle éventuellement d'avoir un contrôle, d'associer ça à un contrôle plus poussé de la bouteille, parce que je pense qu'on peut utiliser des puces et la technologie NFC pour voir s'il y a de l'altération dans le vin, si le vin bouge, si le vin est sorti et re-rentré, de toutes les thématiques qu'on a en tête, et donc d'établir ce lien avec le NFT. Et je pense que ça, si on se projette, c'est là où il y a une belle poche de valeur à l'utilisation de la solution. Moi, je voulais savoir qui sont aujourd'hui les utilisateurs, parce qu'on a beaucoup parlé des intérêts pour les producteurs, mais qui aujourd'hui sont les utilisateurs, par exemple, chez vous, vous parliez de 10 000 personnes, vous avez parlé de jeunes, vous avez parlé de personnes qui avaient l'habitude d'acheter en allocation. Voilà, quels sont les profils aujourd'hui d'utilisateurs de ces services NFT ?
Alors le profil des acheteurs du Web3, il est très hétérogène, c'est ce qui est intéressant. Alors au départ, c'est pas toujours évident de pouvoir le cibler, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi, alors ça dépend des projets, ça dépend des entreprises, mais il y a ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer, qui permet de lutter aussi, parce qu'on parle de crypto-monnaie, donc c'est important aussi de lutter contre la fraude. Donc on est capable aujourd'hui d'arriver à faire des profils de consommateurs, mais le plus simple pour pouvoir connaître sa communauté, c'est de la rencontrer de manière réelle. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle quand même aussi de métaverse, de NFT, etc. On est dans le vin. Le vin, ça reste un lubrifiant social. C'est important de le boire et de rencontrer les gens. Donc créer de l'événement tangible, ça reste très important. Donc ça peut être un événement classique, ça peut être aussi de la réalité augmentée, comme le disait Gaspard, qui est différent du métaverse. Et pour avoir fait des événements au sein de notre club, avoir rencontré notre communauté, et pour répondre à la question, nous par exemple, on a dans notre communauté, donc dans notre club de 1855 membres, on a des anciens flics, on a des étudiants, on a un joueur de la NBA, on a 2 joueurs de Ligue 1, on a des influenceurs, donc c'est très hétérogène. C'est pas, alors c'est assez jeune, assez masculin pour l'instant, un peu trop masculin à mon goût, mais c'est un profil assez jeune, voilà, entre 21 et 45 ans, en tout cas pour notre cas. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais voilà, pour répondre à la question. Bah, moi, j'ai un avantage comparatif pour savoir, c'est que j'ai vendu du Web 3 via du Web 2. Donc, en fait, les clients, je les connais. Soit ils sont passés en caisse, soit ils sont passés sur mon site internet. Donc, globalement, en termes de profil, c'est 35-45 ans, 4 sup, avec fort moyen, 80% d'hommes, en général, avec un ou 2 enfants. En termes de profil, on est là-dedans. C'est des gens qui sont à forte affinité technologique pour maîtriser la solution et y voir l'intérêt, et qui en plus l'envisagent, alors en l'occurrence nous ils l'envisageaient comme un moyen de se faire plaisir, mais qui envisageaient à l'époque de l'achat les cryptos comme une source de diversification de leur portefeuille d'actifs. Voilà. C'est une communauté qui est très curieuse. C'est très important. Aujourd'hui, le Web 3, c'est un nouveau paradigme, comme pouvait l'être Internet dans les années 2000, même la fin des années 90. Donc ça rassemble des gens qui sont curieux. Et le vin, les vins spiritueux restent des secteurs donc de passionnés. Et c'est souvent, c'est pour ça, ça marche plutôt bien. C'est des investisseurs, mais c'est des gens curieux. Donc ça marche bien. Voilà. Oui, alors je voulais demander, que fait-on des coûts des stockages? Parce que le problème, c'est qu'une fois, c'est très bien d'avoir le titre, mais si je veux garder une bouteille d'un grand cru de Bourgogne pendant 20 ans, 30 ans, alors ces coûts de stockage, ça passe où? Ça passe au teneur du titre ou ça passe au distributeur? Tout à fait. Tout à fait. Alors pour le coût de stockage, alors en l'occurrence pour notre initiative, il était clair dès le début que donc c'était une initiative qui était lancée en septembre. Coût de stockage offert. Alors coût d'envoi intégré dans le prix du NFT, coût de stockage offert jusqu'à janvier 2023, ensuite 5 centimes par bouteille par mois. Bon. Vous faites les calculs, je pense que le détenteur du NFT y gagne, surtout un détenteur parisien qui achète une caisse, parce que ça lui permet de s'épargner la conservation. Non, pas facturation mensuelle, facturation à l'envoi et à l'achat. L'idée restant, quand même, enfin, l'idée c'est surtout que la bouteille, on parlait tout à l'heure d'empreinte écologique, c'est que la bouteille ne bouge pas, parce qu'il faut savoir que pour un grand cru par exemple, la bouteille en règle générale elle est vendue 6 à 7 fois avant d'être consommée. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir garantir, et c'est encore mieux si c'est à la propriété directement, que le vin ne bouge pas, alors que le titre de propriété lui est en train de s'échanger. Et je vais juste finir du coup sur la question que vous aviez suggérée sur le moment de la facturation, donc facturation au moment de l'envoi, ce qui fait que c'est le dernier détenteur, que celui qui redeem le NFT, du coup la bouteille, qui paye. Et du coup c'est un élément qui est pris en compte normalement de manière, enfin qui est clair dans les éléments, dans le code du NFT, donc c'est visible pour tout le monde, les frais, tout ça. Et du coup c'est un élément qui est à intégrer dans la valorisation du NFT et dans l'échange. Dans un marché pur et parfait, la main invisible est censée l'intégrer dans ses calculs. Je voudrais rajouter un élément qui n'était pas dans la question, mais je vais compléter quand même. C'est la valeur d'un objet qui est NFTisé. En fait, on s'est rendu compte sur certains de nos clients, c'est le fait d'enregistrer, de donner accès aux consommateurs à des informations complètes sur le produit qu'il achète, c'est-à-dire ses conditions de production, de stockage, éventuellement son impact environnemental, ça valorise le produit.
dans certains cas de 5 à 10%. Donc finalement, les 5 centimes, c'est pas grand-chose par rapport à la valorisation du produit. Oui, bonjour. Je vois assez bien ce dont vous avez parlé, l'avantage du NFT, en particulier de la blockchain, pour le côté transparence et traçabilité, mais je suis pas sûr de vraiment voir, par exemple, sur des applications de type club, pourquoi décentraliser, par exemple? Une application, on peut faire ce genre de choses de manière tout à fait centralisée avec des systèmes beaucoup plus simple, et de la même manière pour tout ce qui est marketing, faire une interaction directe, tout ce qui est système de recommandation, Google le fait très bien sans passer par le Web3. Et est-ce que vraiment il y a un intérêt spécifique à décentraliser, parce que c'est quand même ça l'intérêt du NFT, c'est de décentraliser, pour faire du coup du marketing spécifique, des systèmes de recommandation ou un système de club? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans la blockchain en termes de fidélisation. Donc je donnais l'exemple tout à l'heure par exemple de Discord. Donc les réseaux sociaux du futur intégreront cette notion de propriété. Si aujourd'hui vous avez juste une carte de fidélité classique, vous n'allez pas pouvoir être identifié comme être formellement le détenteur de cette carte de fidélité. Donc ça, c'est une des applications possibles. Et par exemple, en se connectant sur un site web, imaginons qu'on a une carte membership qui donne des avantages, un peu comme une carte American Express par exemple. Mais en fait, le simple fait, donc sur les sites Web3, vous avez en haut à droite ce qu'on appelle un Connect Wallet qui permet tout de suite de connecter votre portefeuille. Et en fait, si vous avez un NFT dans votre portefeuille qui est identifié clairement comme donnant certains avantages, mais en fait, la chose se fait de manière automatique. Chose qu'on ne peut pas faire sans la blockchain en fait. On peut très bien se connecter, avoir un compte sur une plateforme qui enregistre des droits, etc., sans avoir besoin que ce soit décentralisé. Sauf que tout le monde peut se connecter à ce compte-là. En termes de sécurisation, c'est relativement faible en fait. Alors que la blockchain permet de sécuriser la détention du NFT. C'est-à-dire que sinon, tu peux très bien passer tes identifiants à quelqu'un. Par contre, moi, mon NFT qui a une valeur, je ne le passe pas forcément à tout le monde. Pour prendre, sans m'engager dans ce débat, la question est très légitime. Enfin, c'est une question, je pense qu'il faut se poser au moment de lancer des initiatives, de se dire, voilà. Donc la question est légitime. En l'occurrence, je pense que là où Google perçoit des éléments, des signaux faibles émis contre son gré par l'utilisateur, le fonctionnement par club fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que les NFT, et surtout les NFT tels qu'ils se sont développés en 2022, témoignent de forts sentiments d'appartenance. Au risque de m'épancher sur mes goûts personnels, j'ai des NFT de la NBA. Le fait ce savoir-là particulier, les joueurs auxquels ils correspondent, c'est une connaissance fine de ma personnalité que je suis prête à donner à des gens qui sont capables d'aller la chercher. Ce qui n'est pas le cas de Google en l'occurrence, parce que si on parle de choses qui sont pour le moment on-chain. Donc ça permet en plus d'inverser d'un point de vue marketing, le fait de se dire je vais aller le cibler de manière en plus un peu pas malsaine, mais dans le fond dans les moments où il s'ignore versus là je vais aller lui parler de ce qu'il aime de ce qu'il aime se faire entendre, de ce qu'il aime entendre quoi. Il y a un autre point important, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez un NFT membership, donc un NFT club qui est lié à une propriété avec des avantages, par exemple une allocation, par exemple, je sais pas, un week-end gratuit ou je ne sais quoi, c'est un NFT qui a une valeur de rétention. Mais cette valeur, elle n'a de valeur que si elle est échangeable. Et en fait, aujourd'hui, l'échange de NFT est beaucoup plus simple que d'aller vendre une carte de membre à qui tu la vends, ta carte de membre. Tu ne sais pas à qui la vendre. Quand il y a une place de marché qui est établie, c'est beaucoup plus simple en fait d'aller valoriser ton NFT, et notamment si les avantages qui y sont liés sont intéressants. Il est déjà 11h10, je vous propose qu'on en reste là. Merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à aller rencontrer, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Je suis désolé pour le monsieur qui avait une autre question. N'hésitez pas à aller rencontrer les startups. Il y en a une quarantaine juste derrière. À 11h30, financement de l'innovation. Donc n'hésitez pas à prendre un café, à les rencontrer, à aller leur parler. Ils seront ravis de répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie d'être venus nombreux et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bonne journée. Merci à tous. Merci.